أقدر نوجد أقدين فينا الحرمان فينا بوساقي كمال أشقار إدي سفرن أمرزقيس أسارو بوساناقي السينما داقي في فرنسا اسميس فين غير جيروزالم لي زيكو دو ملاح ذسارو غافوين يانان إني بوذاين يمازيغن يمازيغن وذاين سيك فين غير يوثن تدرت ذي الماروك تدرت يمازيغن ذي الماروك غير ثمورة إسرائيل أسارو يجي تمسي أما غاف ثينتي تيمازيغن اما غاف تمتي يمازيغن غاثين بوذاين اما غاف وساغن يلان غير وذاين اكذي مازيغن وذاين اكذي نسلمن. Kamel Ashkar, nous revenons vers vous pour la deuxième partie de notre entretien qui sera davantage donc centré sur le film qui sort ces jours-ci, notamment à Paris, mais au Lucernaire, 53 rue de Notre-Dame-des-Champs, tous les soirs à 20h30 et le vendredi, sauf le vendredi à 18h. À Paris dans le 6e, donc il faut absolument soutenir ce film parce que c'est un événement culturel important pour les cultures timazirines dans la mesure où il y a très peu de films qui sortent dans lesquels on peut entendre des gens s'exprimer en tamazir. On a vu quelques films en kabyle, un film en tachawif, en chaoui, et là un film en tachelhif, donc c'est un événement important pour notre culture, mais c'est aussi un événement en soi dans la mesure où il aborde des thèmes qui sont extrêmement sensibles. Et là je pose directement cette question, Kamel. Il ne faut pas se mentir, vous abordez des thématiques qui sont extrêmement source de polémiques dans tous les pays d'Afrique du Nord. D'abord, vous parlez des Juifs, et ce n'est pas de manière défavorable. Deuxièmement, vous parlez des Imaziren, et ce n'est pas de manière défavorable. Et troisièmement, vous parlez des deux en même temps. Oui, c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, que je m'étais attaqué à deux tabous de ces sociétés maghrébines. Moi, j'en avais pas du tout conscience. Je savais que j'étais en train de faire quelque chose qui était singulier parce que c'était la première fois qu'un réalisateur franco-marocain, amazigh, de culture musulmane s'attaquait à un tel sujet, mais je n'avais pas du tout conscience de ça. Et d'ailleurs, effectivement, le film a aussi été attaqué par les islamistes au Maroc, par les panarabistes qui ont voulu le censurer à plusieurs reprises et qui l'ont attaqué d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire en disant, sans même l'avoir vu, mais qui l'ont condamné parce qu'estimant qu'il avait une vision sioniste ou qu'il voulait normaliser avec Israël. Mon film est un film sur la mémoire d'une coexistence, d'un creuset judéo-berbère qui a existé au Maroc, et c'est un hymne au vivre ensemble, à l'altérité, aux identités plurielles, et de voir comment effectivement ces identités voyagent malgré ces 50 ans de coupure avec la terre nourricière et avec la terre natale. Revenons un peu en arrière à cette polémique. Donc, d'après ce que je comprends, ce film, souvent sans avoir été vu, a suscité des polémiques telles que votre nom a même été cité à l'Assemblée nationale. Oui, il y a eu un député en juillet dernier qui a posé une question au ministre de la Communication actuel, PJD, islamiste, Moustapha Khalfi, demandant qu'il était scandaleux que mon film ait pu passer sur 2M, chaîne marocaine, en prime time, où des millions de téléspectateurs ont pu voir le film en avril dernier, et il estimait que le film heurtait les valeurs du Maroc. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ces personnes-là, que ça suffit d'instrumentaliser les souffrances des Palestiniens, et que moi j'ai parlé des gens de chez nous. Et ces gens de chez nous, ils sont en Israël, et j'assume ce que j'ai fait. Je suis allé chercher cette mémoire-là et cette mémoire des anciens parce qu'il me paraissait vital d'aller la capter avant que ces personnes disparaissent, justement pour les générations futures. Nous, on n'a pas vécu ce monde. Et voilà, j'étais chercher, capter une mémoire d'un monde qui a disparu. Et effectivement, ensuite, les islamistes et les panarabistes ont manifesté à plusieurs reprises dans la presse, m'ont attaqué, que j'étais un agent du Mossad, que j'étais financé par Israël, alors que pas du tout. Enfin, j'ai juste fait un film sur 3000 ans d'histoire qu'on ne peut pas nier au Maroc, tout simplement. En Kabylie, il y a eu la même, peut-être pas de cette importance, mais il y a eu aussi une polémique lorsque un personnage
politique important en Kabylie, Farhad Mahni s'est rendu en Israël. Donc, oui, mais ça c'est un fonds de commerce. Vous savez, voilà, moi vraiment là, s'il y a des idéologies à combattre, c'est bien le panarabisme et le panislamisme. Je crois qu'il est dangereux quand on instrumentalise la religion à des fins politiques, parce que ces gens-là, c'est leur fonds de commerce. Ils ne veulent pas que les choses s'arrangent. Ils ne veulent pas que les gens puissent coexister et vivre et collaborer ensemble, puisque leur but à eux, c'est la haine, et leur but à eux, c'est que la situation reste telle qu'elle est pour qu'ils puissent prospérer sur les frustrations. Et ça suffit, ces obsessions sur Israël, sur la Palestine. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes dans le monde entier. On ne les voit jamais intervenir aujourd'hui sur les problèmes de la Syrie. J'aimerais bien qu'ils manifestent aujourd'hui leur solidarité avec le peuple syrien qui se fait massacrer tous les jours par un dictateur et par un boucher. Donc, ou avec les Kurdes. Ou avec les Kurdes, ou avec d'autres populations. Revenons donc là directement à l'œuvre, et ce qui est important de préciser, c'est que cette mémoire que vous évoquez dans votre film, ce n'est pas une mémoire récente, c'est une mémoire qui remonte à quelques milliers d'années. C'est-à-dire que l'ancrage en fait de ces populations juives en Afrique du Nord est très très ancien. Oui, ce sont ce qu'on appelle des Toshavim en hébreu, c'est-à-dire des autochtones. Il y a les Mogorachim, les expulsés d'Espagne, ceux qui sont arrivés en 1492, mais on dit que la présence juive dans ces régions-là date de la destruction du premier temple, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc bien avant l'arrivée des conquérants arabes et bien avant l'arrivée de l'islam. Donc il y a, cette présence-là est très très ancienne. Il y a vraiment cette proximité effectivement d'Imazirn, de ces Imazirn juifs, et ensuite, les Imazirn étaient païens, ont été chrétiens, ils ont embrassé un petit peu toutes les religions qui se sont présentées à eux, et certains même ont été des tribus imazirnes qui se sont judaïsées aussi. Donc la présence, on peut pas, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas nier la réalité historique de cette présence trimillénaire sur cette terre marocaine. Alors, je vais essayer d'être un peu clair, j'espère susciter l'intérêt du téléspectateur par rapport à tous les thèmes que vous abordez. Ce que vous racontez, c'est que Fenrir, à partir des années 60, une partie de la population de cette région, de ce village, est partie volontairement en Israël. C'est ça ? Volontairement, c'est plus compliqué que ça. Mais je voulais préciser justement après. Donc, allez-y, mais précisez vous-même peut-être dès à présent, parce que je voudrais vous poser des questions après sur ça. Sur les raisons du départ ? Sur les raisons, ce que vous expliquez en partie, ce que les gens vous expliquent en partie dans le film. Voilà, exactement. Donc tout d'abord, déjà, il faut partir de ce postulat que les raisons sont multiples, elles sont complexes, elles sont conjoncturelles, c'est le produit de plusieurs faits historiques, démographiques, économiques, etc., etc. Et mythologiques aussi, et que j'explicite peu à peu un petit peu dans le film, progressivement dans le film. C'est très bien fait ça d'ailleurs dans le film, parce que c'est comme évidemment c'est la reconstruction d'une réalité assez complexe, et selon les personnages que vous rencontrez, chacun d'entre eux en fait va jeter un éclairage avec son regard sur les raisons, sur ces raisons des départs. Mais pour aller vite, les raisons, elles sont… il y a la création de l'État d'Israël en 1948, il y a l'émergence du panarabisme arabe dans les années 50-60 qui fait peur aux minorités en général. Il y a le départ des Français en 56, c'est ce que dit un des personnages dans la version longue, la peur aussi qu'a pu avoir la communauté juive d'être gouvernée par une majorité, par un gouvernement musulman, même si le premier gouvernement au Maroc, le premier gouvernement indépendant, il y avait M. Benzaken, un ministre marocain de confession juive dans ce gouvernement. Et il y avait aussi cette raison, pour en tout cas ces juifs imazirnes, cette raison messianiste, ce rêve. Ils priaient 3 fois par jour l'an prochain à Jérusalem. Et quand les sionistes sont venus leur dire « on va vous emmener à Jérusalem », eux ils ont cru que c'était leur rêve qui allait se réaliser, le rêve messianiste, en fait, c'était l'accomplissement d'une prophétie. D'une prophétie, de retour à Sion, etc. et d'être là-bas. Important. Et quand effectivement, mais évidemment c'est très important. Et après, il y a aussi des raisons très pratiques. Ce que dit un des personnages aussi à un moment donné, c'est que famille après famille, ils partaient. Et pour ces gens qui étaient extrêmement religieux, comment
aller à la synagogue alors qu'il faut être 10. Si on n'est plus que 2 ou 3, on ne peut plus pratiquer sa religion. Si le boucher cachère, enfin pour la viande, si on ne peut pas avoir la viande cachère. Donc aussi pour des raisons de pratique religieuse. Et c'est aussi comme le propre de n'importe quel exilé, une espérance d'une vie meilleure qu'on leur promettait d'une certaine manière. Et aussi les sionistes qui les travaillaient par de la propagande et qui voulaient les faire partir pour peupler effectivement les régions de là-bas. Donc je crois que c'est toutes ces raisons complexes et multiples, et mon film c'est une invitation à aller approfondir cette histoire. C'est pas un film d'histoire à proprement parler, mais c'est en tout cas si les gens sont curieux et ont envie d'aller fouiller, parce qu'on a des historiens qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui et qui sont, enfin voilà, ça vaut le détour. Oui, mais il y a donc dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs éléments qui demandent un développement. Sur le travail d'agents israéliens qui viennent faire la promotion d'Israël, il y a un extrait d'ailleurs d'un document amateur d'archives que vous... On les voit partir, on voit évidemment que tout ça a été organisé. On voit des gens en costume. Ils ne seraient jamais partis, voilà. Là aussi, mais ça c'est un film de propagande sioniste, de montrer effectivement ces agents en costume avec les gens de Djellaba. Moi j'ai vu d'autres archives encore pires, quand on les voit arriver en Israël, ces Imazirn, on les installe dans des trous perdus là-bas et on les voit en train de frapper comme s'ils voyaient pour la première fois des vitres. Donc il y avait, ces films ont été aussi mis en scène. Donc ça aussi c'est intéressant. Est-ce que d'un point de vue démographique, donc on essaye d'étudier les raisons, est-ce que d'un point de vue démographique, Israël avait besoin de faire venir ces juifs d'Afrique du Nord, en particulier marocains? Parce que je crois que dans le film, j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que l'on dit qu'il y aurait autour de 25 000 juifs, c'est ça? 24-25 000 juifs. Où ça? C'est dans votre film que l'on dit cela? 25 000 juifs qui seraient partis en Israël? Non, beaucoup plus que ça. Non, il y a eu plus de 200 000 juifs marocains qui ont quitté le Maroc pour Israël à différentes strates. Alors, à quelle période? Entre 40. Mais déjà, il y avait des départs avant même la création de l'État d'Israël. Les gens rejoignaient pour des raisons messianistes, faisaient le voyage, étaient dans des allers-retours entre le Maroc et la Palestine à l'époque, avant que ça devienne Israël pour la partie israélienne. Mais en 48, ça a été un accélérateur parce que du coup, il y avait un État qui était là et du coup, il y avait des agents sionistes. Mais au départ, les sionistes ne voulaient pas, par exemple, des vieillards, ne voulaient pas des handicapés, ils avaient besoin de bras. Voilà, donc il y avait un besoin démographique. Un besoin démographique et surtout, ils avaient besoin de les installer aux frontières face aux autres pays arabes. Donc il y a eu aussi une utilisation comme ça. Et au Maroc… Donc il y a, on va dire, un besoin pratique, un besoin stratégique, d'une part, qui rencontre une mythologie, c'est-à-dire le mythe du retour d'une croyance, en tout cas religieuse, de retrouver Sion, le pays d'être présent le jour, enfin voilà, ce rêve messianiste qui veut régler. Mais il y a aussi au Maroc, à différents moments, où l'immigration entre 48 et 56, c'est encore l'époque du protectorat français, où l'immigration est autorisée, mais à partir de 56 jusqu'à 61, l'immigration des Juifs est interdite vers Israël. Et donc là, ça va provoquer aussi une peur. Et c'est pour ça que le Maroc a aussi une responsabilité dans ce départ de la communauté juive, parce que du coup, un certain nombre de Juifs se sont sentis prisonniers du Maroc et en disant qu'ils qu'ils pouvaient plus circuler, ils n'avaient pas le droit de faire des passeports. Et à partir de 61, ce que dit la version longue à un moment donné, il y a des négociations entre le gouvernement marocain de l'époque et les organisations sionistes pour organiser les départs où le gouvernement marocain va payer, où les organisations sionistes vont payer le gouvernement marocain de l'époque pour faire partir, pour que les Juifs puissent partir du Maroc. D'accord. Là aussi, ça mérite un documentaire en soi. Exactement, mais c'est pour ça que les échanges diplomatiques entre ces pays, la place que ces Juifs occupaient au Maroc, la place qu'ils occupent en Israël, cette indécision identitaire en réalité, parce qu'on le voit très bien dans votre film, ces gens qui sont installés en Israël, en réalité, ils sont installés dans ce pays, mais je dirais leur cœur n'est pas en Israël.
C'est ce que, en tout cas, une bonne partie des témoins. Les anciens, oui. Voilà. Après, les nouvelles générations, c'est différent. Je précise, il y a une jeune femme que l'on voit qui n'a aucun contact, en dehors de celui qu'elle a avec sa mère, qui n'a aucun contact avec sa culture d'origine et qui n'a. Et en même temps, à l'inverse, il y a aussi beaucoup de jeunes, je travaille en ce moment là-dessus, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se reconnecter avec ces racines marocaines, contrairement à ce qu'une de mes personnages dit. Oui, ces personnes-là, évidemment, ils ont quitté Tinrir à l'âge de 20, 30 ans. C'est toute leur… Vous savez, c'est les odeurs de votre enfance, c'est vos parents, c'est votre… Et quand vous vieillissez, vous avez une nostalgie, effectivement, de ce passé, des réminiscences de ce passé. Et effectivement, quand on les entend parler, quand on les entend chanter, on a le sentiment que l'esprit de Tinrir ne les a jamais quittés, que l'esprit du Maroc ne les a jamais quittés. Donc il y a effectivement un amour, mais ça c'est très particulier au Maroc, des Marocains de confession juive pour leur terre natale, pour leur… il y a une âme dans cette terre marocaine, vous voyez, donc il y a quelque chose de très très fort et on le voit comment… Oui, Aïcha, elle dit mais oui, bien sûr, moi je suis marocaine. Elle est d'abord marocaine avant d'être israélienne, ça c'est sûr. Alors, parmi les choses les plus fascinantes, je reviens sur ça, cette histoire de retour donc de mythes religieux. Ce qui est fascinant, c'est que en fait, le mythe du retour va s'incarner, c'est-à-dire un mythe devient réalité, et la réalité identitaire, le fait que les gens que vous interviewez, ce sont des chedhiyen. Ouais. Finalement, c'est cette identité qui devient mythique à la place du mythe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une inversion, mais le mythe devient réalité et la réalité elle s'éloigne dans le mythe parce que finalement on pourrait concevoir un deuxième mythe qui serait celui du retour vers leur véritable pays, Tinrir. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, j'avais lu une fois c'était des actes d'un colloque où il disait les Juifs se sont souvent sentis comme exilés au Maghreb parce qu'ils priaient, ils avaient ce rêve, ils priaient 3 fois par jour l'an prochain à Jérusalem. Et moi aussi je me disais, mon questionnement du départ quand j'ai voulu faire ce film et quand j'ai commencé à lire un peu à droite à gauche, comment une telle croyance peut arracher 3000 ans d'histoire au Maroc? Comment une telle croyance religieuse parce que j'avais rencontré un grand écrivain au Maroc, Edmond Amran Al-Maleh, qui me disait mais ils auraient pu faire des pèlerinages comme ils l'ont fait avant et les sionistes, ils ont la force du sionisme, de l'idéologie sioniste, c'est qu'ils ont utilisé ce mythe pour faire partir. Parce que s'il n'y avait pas eu ce mythe, s'il n'y avait pas eu cette croyance religieuse de ces juifs berbères, ils ne seraient jamais partis en Israël. Vous savez qu'à un moment donné, au départ du sionisme, ils avaient l'idée de faire peut-être un État en Afrique, ailleurs que sur cette terre-là. Mais pour ces juifs berbères, ça n'aurait jamais marché. Donc c'est vraiment des conjonctions de facteurs comme ça qui se sont rencontrés. Et effectivement, ça c'est très bien montré dans le film par étapes, pas en une seule fois. Exactement. Par étape. Chacun apporte par sa parole des explications et c'est à nous après d'aller approfondir par des lectures. C'est vraiment une invitation à la réflexion. Et chacune des explications est vraie, mais la plus surprenante, parce que on va dire que dans le dispositif stratégique d'Israël, il est parfaitement légitime et normal qu'ils aient cherché à avoir une population qui appartenait culturellement à leur État. Mais le plus fascinant, évidemment, c'est que des milliers, des dizaines de milliers de gens croient, avec toute la rationalité dont un être humain peut être capable, croient aussi dans l'irrationalité absolue. Ça, après, moi, je ne peux pas juger parce que c'est fascinant. C'est fascinant, oui, c'est des croyances, c'est comme de croire, toute croyance, il y a quelque chose comme ça de mystérieux et de mystique et qui est assez impressionnant. Mais il y a la supériorité du cultuel sur le culturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils se sont sentis, pour beaucoup d'entre eux, parfois en exil quand ils étaient au Maghreb, et c'est seulement quand ils sont arrivés en Israël qu'ils se sont sentis exilés. Maghrébins en exil, exilés au Maghreb et maghrébins en exil en Israël. Donc il y a l'inversion, vous voyez comment maintenant, c'est comme si pour ces gens-là qui rêvaient de la terre de Sion, pour eux la terre d'origine c'était là-bas, et aujourd'hui dans la nouvelle génération d'Israéliens qui sont nés là-bas, mais de ces gens, il y a une inversion où pour eux la terre d'origine, et d'ailleurs c'est la réalité historique, c'est le Maroc, c'est le Maghreb, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de se reconnecter avec cette histoire-là. Donc il y a bien le mythe d'un autre retour.
je ne sais pas si c'est un mythe ou en tout cas un fantasme. Un récit, un fantasme récit, de un gens récit. qui aimeraient en tout cas se reconnecter, recoller des morceaux, des puzzles, comme j'ai essayé de le faire avec ce film. Alors, dans le film, oui, il y a deux mémoires. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire du village Finrir, donc Fedderti Kchtchini. Donc à cet endroit-là, les gens se souviennent, dans ce que l'on voit dans le documentaire, les gens se souviennent bien, de manière assez précise d'ailleurs, de la présence des Juifs dans leur quartier. Ouais, ils disaient l'Iyam Lehod, ça veut dire le temps des Juifs, avec une nostalgie incroyable. Pour eux, c'était des moments de prospérité pour la ville de Thiers. Enfin voilà, c'est tous les souvenirs qui leur viennent. C'est tout ça, et c'est pour ça que le film est un peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui avec les replis communautaires, où ces Mzimazirs de culture musulmans aujourd'hui parlent avec tendresse de ces Juifs absents. C'est ça qui est assez intéressant. Et ces Juifs Imazirn qui sont en Israël parlent avec nostalgie de leurs anciens voisins juifs au Maroc. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui est intéressant, effectivement. Prenons point par point, parce que justement, donc on l'a dit tout à l'heure, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une hostilité, on va dire générale, contre les Juifs. Et là, ce qui est fascinant dans votre documentaire, c'est que ces populations, qu'elles soient jeunes, parce que vous interviewez des personnes âgées et des adolescents, dans les deux cas de figure, il n'y a aucune hostilité qui est exprimée à l'égard des Juifs. Oui, moi je sais pas si on peut dire qu'il y a, moi j'aime pas trop ces généralités, il y a une hostilité à l'égard des Juifs ou il y a une hostilité à l'égard des musulmans, parce qu'après souvent les gens ils aiment bien se complaire dans une espèce de victimisation, vous voyez, surtout aujourd'hui en France. Mais moi, compte tenu de ce que j'ai vu dans les réactions du film, qui a été vu par des millions de téléspectateurs au Maroc, j'ai fait une tournée dans plusieurs villes, j'ai fait des projections même en prison, dans une prison à Salé avec des détenus lors d'un festival à Rabat. Quand vous dites aux gens, bien sûr qu'il y a des préjugés, là par contre oui, les préjugés peuvent être tenaces de tous les côtés d'ailleurs, mais quand vous leur montrez ça, les jeunes, la plupart des jeunes, et ce que vous venez de dire à l'instant à juste titre, j'ai eu les mêmes réactions dans la salle. D'accord. On me disait, mais on dirait ma grand-mère, Hanna Aïcha, on dirait ma grand-mère. Des Palestiniens qui m'ont dit ça aussi, à Jérusalem, on dirait ma grand-mère. Elle me rappelle nos discours quand elle parle et quand elle pleure l'exil et l'arrachement à la terre, ça leur rappelle l'exil aussi des Palestiniens en 1948 et de leur terre, etc. etc. Donc, il y a une force comme ça, effectivement, du témoignage et de l'émotion par ces personnages qui sont d'une spontanéité, qui ne sont pas en plus il y a toute une pudeur aussi dans la manière dont elles racontent aussi cette souffrance-là. Elles ne sont pas là à pleurnicher mais vraiment il y a quelque chose de très fort et je le vois, il y a comme une volonté en tout cas de ces gens en tout cas du public que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, mais d'une fierté de prendre conscience de la pluralité de leur culture d'origine. Oui. Et là, il y a de l'espoir. Là, je me dis, par le culturel, là où les politiques ont échoué à rapprocher les gens, je pense que par la musique, par le cinéma, on peut arriver à faire tomber des barrières et des ponts. Alors, je poursuis le fil de mes idées. Du côté Israël, ce qui est aussi intéressant, c'est que, donc on vous suit, il faut préciser que dans le documentaire, on suit votre parcours, vos découvertes. On découvre d'ailleurs à certains moments en fait, on découvre en même temps que vous des individus, des histoires, etc. C'est que les gens que vous rencontrez, pratiquement à chaque fois que vous annoncez que vous êtes marocain, ils vous accueillent de manière la plus hospitalière qui soit. C'était le mot magique. Oui. Est-il rire voilà. Et voilà. Il faut préciser que vous êtes encore plus, plus favorablement accueilli lorsque vous précisez que vous êtes vous êtes amazigh. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez que en Israël, le mot shluh, il y a un mot shluchim, qui veut dire, dans l'argot israélien, qui veut dire primitif. Ces gens-là ont dû refouler leur identité amazigh pendant des années et des années parce qu'ils avaient honte de dire qu'ils venaient des montagnes, parce qu'on les considérait, les Ashkénazes, l'élite Ashkénaze, mais même les Juifs qui venaient des grandes villes comme Casablanca. Il y a un personnage d'ailleurs dans la version longue qui le dit, on disait qu'on venait de Casablanca parce qu'on avait honte de dire qu'on venait de ce village. Et aujourd'hui, retour du refoulé, ils sont fiers de dire qu'ils viennent. Il y en a même un Shilha Garbouziya. Je suis 100% Shilha.
Hannah Shmouyan qui le dit, un des personnages du film. Donc, et dans la nouvelle génération aussi, il y a une volonté vraiment de se reconnecter avec ces chants, avec cette culture, et de réaffirmer fièrement qu'ils sont amazirs, qu'ils sont marocains. Et je trouve que ça, c'est une belle revanche de l'histoire, comme aujourd'hui au Maroc aussi, de dire qu'on est amazir. Il y a une fierté de le dire, et sans nationalisme et sans chauvinisme. Et il y a une scène illustrative, peut-être plus que d'autres, des propos que nous tenons. C'est la scène où vous faites un échange, faites faire un échange entre votre père, donc vous vous connectez avec lui par Internet, et avec un juif. Et on a un dialogue en tamazir entre les deux. Donc ce qui est assez fascinant, c'est le juif installé en Israël, j'imagine, n'a pas parlé tamazir depuis de très nombreuses années. Il a quitté en 1963, il n'est jamais retourné au Maroc. Or, il s'exprime couramment. Mieux que moi. Il s'exprime couramment en tamazir. J'étais très surpris, je dois vous l'avouer, parce que je me suis dit, est-ce qu'il est en contact avec les Imazirones, ou est-ce qu'en réalité, spontanément, il a réussi à retrouver l'usage de la langue tamazir? Il parle un peu avec ses frères parfois, mais très peu. Mais moi aussi, j'étais scotché. Et d'ailleurs, c'est une des séquences qui a beaucoup marqué le public marocain, parce que tout d'un coup, c'était un des leurs qui était certes de confession juive, mais qui leur parlait dans leur langue, et dans cette langue ancestrale marocaine, qui est la Tachelhit, qui est la Tamazir. Et effectivement, oui, ça a beaucoup ému les gens de voir que Shalom Illouz, qui vit en Israël aujourd'hui, qui a quitté le Maroc en 63, qui n'y est jamais retourné, n'a pas oublié un iota de cette langue. Et ça, je crois que c'est la force de cette culture-là aussi. On lit d'ailleurs, c'est assez intéressant ce qu'on voit sur son visage. On lit à travers son comportement qu'il est lui-même très ému et très heureux et fier, très fier de montrer qu'il parle encore tamazir et qu'il dialogue avec un véritable compatriote. Tout à fait, un enfant du pays. Et quand je lui parle et quand je me rends là-bas et que j'ai envie d'aller le visiter, je l'appelle au téléphone et c'est la langue spontanée qui nous vient des deux côtés. Donc avec Shalom Illouz, donc c'est vraiment un monsieur que je respecte beaucoup, qui a beaucoup apporté. Enfin, pour moi, ça a été une rencontre. Et il connaissait mon grand-père en plus, il le dit à un moment donné dans cette séquence-là. Donc c'était pour moi un cadeau venu de je ne sais où, mais c'était vraiment une rencontre qui a été pour moi fondamentale et extrêmement émouvante de voir qu'il n'avait pas oublié cette langue et qu'il avait plaisir à la parler et qu'il languissait cette langue-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est magnifique. Puisque nous parlons des personnages qui sont filmés dans votre œuvre, il y avait aussi cet homme, chose qui m'a beaucoup intéressé, qui avait beaucoup de photographies, qui avait collecté une documentation assez volumineuse sur les juifs berbères. Elias Harus, qui a fait ces photos, qui était le directeur des écoles, et j'ai rencontré ses enfants et sa femme qui vit toujours à Casablanca. Ses enfants vivent en France et que je salue, et qui ont ces photographies d'Elias Harus, qui s'occupait, qui ouvrait des écoles dans ces villages de l'Atlas, des écoles de l'Alliance israélite. On voit quelques archives à un moment dans le film. Par ces photos, c'est un trésor inestimable pour nous. Il a capté juste avant qu'il quitte, et c'est pas seulement, il n'a pas photographié seulement des juifs à Tinrir, mais à Tahala, à Tafraout, dans le Souss, enfin voilà, dans des régions mais complètement, à Akkad, dans des régions complètement reculées. Pour nous, c'est un témoignage et une preuve incroyable, et on les voit comment ils sont habillés comme Imazirn, et on les distingue pas. Et pour moi, ça a été, voilà, quand j'ai commencé ma recherche et que j'ai vu ces photos et je comparais avec les photos c'est impossible de distinguer qui était musulman et qui était juif. Et pour beaucoup, de voir aussi, voilà, c'est aussi un patrimoine qu'il faut mettre en avant et qu'il faut valoriser. Il a plus de 10 000 photographies là-dessus, et on pourrait faire des expositions. Il y en a eu dans le monde entier, à New York, sur ces photographies. Et d'ailleurs, souvent, une des images de cette photographie qui fait souvent pour faire les invitations, c'est cette femme qui est habillée vraiment avec l'habit amazir, avec Ashtat, avec ce que décrit ma grand-mère à un moment donné, c'est Bouddha Illouz. Voilà, ça c'est un trésor inestimable, et je salue la mémoire de feu Elias Harus, qui pour nous, voilà, c'est un trésor qu'il faut préserver aujourd'hui. Oui, c'est intéressant d'observer que vous faites donc un travail pour
redonner vie à cette mémoire, et qu'il y a en fait en Israël, il y a aussi ces gens de la vie quotidienne qui aussi font un travail pour préserver la mémoire, leur mémoire et celle de leurs ancêtres. On le voit dans le film, Daniel et Itzhak, c'est des personnes, pour moi c'est un peu des alter ego juifs, c'est-à-dire que j'ai retrouvé les mêmes questionnements que moi que j'ai eu sur pourquoi ils sont partis, pourquoi après 3000 ans d'absence, de présence juive, tout d'un coup les juifs quittent, et voilà, et c'est quoi cette perte, qu'est-ce qu'on a perdu, c'est un film sur l'absence de l'autre et de ce besoin de l'autre pour savoir qui on est, et ces gens-là ont eu ce souci, sont dans des recherches, ils font des arbres généalogiques, ils essayent de retrouver des photos, et pour moi ils ont été un peu mes portes d'entrée dans cette communauté juive de Tinril. Vous savez, c'est comme le téléphone berbère, amazigh on va dire maintenant, ou téléphone arabe, dès qu'il y avait, il connaissait quelqu'un, et puis c'était rare la démarche de quelqu'un de Tinril qui vient là-bas, qui fait ce voyage jusqu'en Israël pour essayer de les retrouver. Donc tout de suite, il y avait un grand plaisir à ce qu'on puisse se rencontrer. C'est ça, ce que l'on voit dans le film, c'est qu'ils comprennent très rapidement le travail que vous êtes en train de faire, ce qui fait qu'ils ont tendance à vous conduire vers tel ou tel individu. Ils comprennent tout de suite Dès que je disais les mots magiques, que j'étais marocain, de culture musulman et amazigh, et toutes les portes s'ouvraient parce qu'il y a vraiment un tel amour de ces Marocains de confession juive, ils ont un tel amour du Maroc, une telle image positive du Maroc que du coup j'ai vraiment eu aucune difficulté à les faire parler, à ce qu'ils me racontent, à les filmer, et cette séquence de Yakout qui m'ouvre la porte, qui dit la terre elle est à tout le monde, combien elle vaut, pendant combien de temps on va encore se battre de manière inutile alors qu'on pourrait très bien partager cette terre, et Yakout, pas une seule fois elle m'a demandé pour qui je filmais, et j'ai frappé à sa porte de manière, c'était pas du tout prévu, et elle m'accompagne jusqu'à chez Hana Shmouyan. Donc il y a vraiment des liens. Très vite, on retrouvait une espèce de complicité ancestrale. C'est comme si on s'était finalement jamais quitté avec ces personnes-là. Quelques questions pratiques avant de se séparer. Vous avez mis combien de temps pour tourner ce film? 4 ans. 4 ans, mais entre la réflexion, la conception, trouver un producteur, trouver des financements, c'est toujours très compliqué. Pour moi, c'était un premier film, je connaissais personne dans le milieu, et je salue les films d'un jour qui ont produit le film, Berber TV, 2M, la Fondation Hassan II et la Fondation des Trois Cultures qui ont contribué à ce que ce film existe aujourd'hui, et tous ceux qui soutiennent aujourd'hui Claude Senouf, Jacques Toledano, enfin tous ceux qui soutiennent Daniel El-Keslassi, tous ceux qui soutiennent effectivement le voyage de ce film aujourd'hui à travers les festivals internationaux du monde entier. C'est toujours difficile de toute façon de créer une œuvre artistique aujourd'hui. L'idéal ce serait de trouver un riche sponsor et mécène, et comme ça on pourrait continuer à travailler. Mais quand on fait des choses avec son cœur et avec ses tripes, on y arrive malgré les embûches. J'ai eu des moments de découragement, des moments où j'ai d'angoisse, mais comme quand on crée quelque chose qui nous paraît important. Pour moi, c'était vital de faire ce film. Je n'ai pas fait un documentaire sur la culture de la pomme de terre, je ne sais où, parce que ça ne m'intéresse pas, mais ça peut être un beau sujet. Mais j'ai vraiment voulu, parce que c'est aussi un film personnel aussi d'une certaine manière, il y avait quelque chose que et mon grand-père Baha, à qui je rends hommage, qui nous a quittés, paix à son âme, j'avais envie d'immortaliser ces personnes-là et cette mémoire-là pour les générations futures, pour qu'ils soient préservés de tous ces discours populistes, démagogiques, de haine de l'autre ou de généralisation abusive. Alors, ce film, vous l'avez montré, vous l'avez dit tout à l'heure, au Maroc, il a eu beaucoup de succès et même des effets négatifs pour vous. Est-ce que vous l'avez montré en Israël? Oui, j'ai reçu le prix du meilleur film documentaire au festival d'Ashkelon. On a fait toute une tournée dans les instituts culturels français, dans les cinémathèques en Israël. Donc le film a été très très bien accueilli. Au Maroc, il a été primé plusieurs fois. Il va être à Sidi Ifni à la fin de ce mois-ci. Donc le film
En général, les salles sont pleines, les gens ont plutôt, il y a plutôt un très bel accueil, il y a des débats qui sont riches et au Maroc aussi, quand on a fait cette tournée avec les instituts culturels français au Maroc, j'ai fait plus de 10 000 km dans tout le Maroc pendant un mois, donc l'accueil était plutôt extraordinaire parce qu'on vraiment c'est les premiers documentaires qui traitent de cette question-là et je crois que la nouveauté en tout cas a suscité une grande curiosité et ça je m'en réjouis. Est-ce que vous avez montré ce film dans votre village? Non, ils m'en veulent d'ailleurs les pauvres. Ils ont raison. Mais bien sûr qu'ils ont raison, mais c'est toute une organisation, il faut trouver des... Voilà, mais il y a des associations et je salue d'ailleurs la jeunesse de Tinrir qui est une jeunesse extrêmement active et qui valorise le patrimoine, que ce soit le patrimoine musical, architectural. Voilà, il y a vraiment une volonté aussi, même maintenant, enfin, de la part des autorités locales, d'essayer de valoriser un petit peu cette région-là qui a été marginalisée, mais vraiment pendant des années et des années par le pouvoir. Et ça, je me réjouis qu'enfin on décide que Tinrir soit pris en compte et que le Sud-Est soit enfin pris en compte. Et toute la jeunesse du Sud-Est d'ailleurs, on pourrait imaginer une petite tournée et j'espère qu'on va pouvoir le faire très très vite, cette projection sur une place. Mais on va le faire. Oui, je suis curieux de voir leur réaction parce que c'est vrai que c'est un film autobiographique, mais c'est aussi l'autobiographie des gens que vous montrez. Bien sûr. Ils ont vu la version courte qui est passée sur 2M. Ils l'ont vu, d'accord. Si, ça ils l'ont vu, la version 52 minutes. Et par contre, ce qu'il leur reste à voir, c'est la version 86 minutes. Et quelles ont été les réactions de ces villageois? Pour eux, ils étaient fiers parce que c'était la première fois qu'ils voyaient à la télévision marocaine la manière dont on a valorisé aussi leur histoire, leur culture. Donc, non, ils sont très, enfin voilà, en tout cas des témoignages que j'ai reçus me disent voilà qu'ils sont fiers de ce film, de moi et voilà, ça me fait plaisir. Donc, voilà, c'est un enfant. Pour eux, vous savez, on a ce fonctionnement très tribal encore et très, très fier. Quelqu'un de notre tribu, quelqu'un qui a fait un film sur Tinrir et sur cette communauté juive et sur notre histoire, sur une part de notre histoire. Il y a vraiment pour beaucoup de gens, voilà, ça a été vraiment un choc émotionnel le jour où tout Tinrir était en train de regarder le film à la télévision parce qu'il y a eu une bande-annonce avant et pour eux c'était la première fois qu'il y avait un film qui était fait sur Tinrir. Donc tout Tinrir l'a vu, toute la vallée. J'espère qu'ils vont aussi pouvoir voir la version longue, j'espère aussi. De votre film aussi, de cette émission dans laquelle nous aurons évoqué plusieurs fois le nom de Tinrir. Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle le titre de ce film, donc Tinrir, Jérusalem, les échos du Mellah. C'est un film qui mérite véritablement d'être vu, nous vous le conseillons. Il est actuellement visible donc, à Paris, au cinéma Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, à Paris dans le 6e. Il est par ailleurs en France dans plusieurs villes, mais il faut regarder, j'imagine, les programmations locales pour voir à quel moment il sera diffusé. Ou sur ma page Facebook aussi, où je communique beaucoup sur la vie du film. Tenmert. فنمرتي كمال فنمرتي يكون ويدير ديوالان غارتي كالتنيرم نجاي ونتلويت